Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Motors TV. Vous connaissez désormais parfaitement ce rendez-vous, c'est le débriefing WRC. Dans ce beau studio de nos amis sport24.com, eh bien nous nous retrouvons après chaque manche du championnat du monde des rallyes et nous débattons de ce qui s'est passé. En l'occurrence, là, nous allons parler du rallye du Japon, qui était donc la 10e manche du championnat du monde. Et notre 10e invité de l'année est donc Christian Loriot. Bonjour Christian. Bonjour. Directeur technique de l'équipe Ford. Voilà. De nationalité belge, je me permets de le dire. Et vous revenez donc tout juste du Japon et on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Patrick Rivet est avec nous, bien évidemment. Salut Patrick. Salut LFB, salut Christian. Effectivement, merci. Mais je suis un petit peu orphelin de Gilles. Et Gilles qui a eu un bon de sortie pour ne pas être avec nous. Pour prendre quelques congés. Quelle drôle d'idée, franchement. Mais il sera là, à mon avis, pour parler dans 3 semaines du rallye de France. La grande épreuve qui se dessine à l'horizon, qui verra peut-être Sébastien Loeb remporter son 7e titre de champion du monde. Christian, ben oui, je parlais de Sébastien Loeb. Je suis obligé de parler un peu des pilotes Citroën, car même si vous appartenez bien évidemment à l'équipe Ford, désolé de vous dire, vous n'avez pas gagné au Japon. Non, c'est vrai, on n'a pas gagné au Japon. On n'est pas passé loin, je pense. Et on roulait bien, on était bien revenu dans le rythme. Je crois qu'on était favori le dimanche matin, mais bon, le sort en a voulu autrement. C'est le sport. Bon, alors on va en reparler d'ici quelques secondes, bien sûr, de cette situation de Ford, parce qu'on va profiter de votre présence. Malgré tout, excusez-nous, mais on est obligé de parler de Sébastien Ogier et de Sébastien Loeb. Patrick, donc, Sébastien Ogier gagne son 2e rallye en championnat du monde. Et oui, pour la 2e fois qu'il est intégré à l'équipe officielle, aux côtés de Sébastien Loeb, puisqu'on le rappelle, il y a désormais Dani Sordo qui passe de côté du junior pour les rallyes terre et qui revient officiel pour les rallyes asphalte. Et puis pour Sébastien Ogier, c'est l'inverse, bien évidemment. Il s'est retrouvé à côté du maître et là, il a carrément dominé le maître. Il a fait vraiment un rallye extraordinaire, Sébastien Ogier, sachant que c'était sa première participation à ce rallye du Japon. Donc c'est quand même effectivement, je sais pas. Alors Christian, on est obligé de vous demander votre tout à fait, avis. Très impressionnant, mais il avait déjà fait la même force au rallye de Nouvelle-Zélande. Rallye de Nouvelle-Zélande, c'était sa première participation également. Et là, il avait déjà mis les pendules à l'heure, je crois, tout aussi bien, si pas mieux qu'au Japon. Parce que moi, je le trouvais même plus dominant en Nouvelle-Zélande pour sa première participation là-bas qu'au Japon. Donc, c'est sûr que c'est le nouvel enfant prodige du rallye. Et malheureusement de Citroën. Oui, c'est ça. Alors, je suis obligé de constater, messieurs, vous allez me dire si j'ai raison de le faire ou si je suis pas un petit peu, si j'exagère pas un petit peu. Ça fait 2 rallyes que Sébastien Loeb est associé à Sébastien Ogier dans la même structure. Ça fait 2 fois que Sébastien Loeb se fait battre. Je parle bien de la Finlande et du Japon. Et ça fait 4 rallyes sur terre consécutifs. Nouvelle-Zélande, Finlande, le Japon et puis le Portugal, que Sébastien Loeb est battu par Sébastien Ogier. Ouais. Est-ce que j'ai raison de le dire ou est-ce que j'en fais un peu trop? Bah non. Après, pourquoi pas? Bien sûr. Tout à fait, oui. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Est-ce qu'il y a déjà une passation de pouvoir? On n'en est peut-être pas encore là. Ça serait aussi intéressant d'avoir l'avis d'un expert qui est Christian, qui en plus, maintenant par rapport à vous chez Ford, il ne faut plus calculer en fonction de quelle peut être notre stratégie et ce qu'on peut faire face à Loeb. Maintenant, il y a un 4e larron, enfin en tout cas un 2e larron contre vous qui pointe son nez. C'est certain, c'est une histoire franco-française. Moi, je suis belge, donc je suis resté en dehors. Mais c'est certain que là, Sébastien Loeb devient inquiet et Sébastien Ogier est assez fantastique et impressionnant. Ils ont un problème chez Citroën, mais c'est un problème qui est bien à voir. C'est certain, c'est un problème de riche, mais encore que non, parce que bon, si moi je regarde dans quelle situation on était il y a 2 ans, on avait Mikko Hirvonen et une fois que Marcus Gronholm a repris la retraite, tout le monde s'est dit ça y est, Ford ne gagneront plus jamais. Et puis Mikko Hirvonen a montré que la Ford marchait encore très bien, a gagné beaucoup de rallyes. Et passer vice-champion du monde à une décision politique, je vais dire. Et bon, 2 titres mondiaux de constructeurs, mais on aurait pu en avoir 2 autres facilement si Yari avait fait un peu moins de bêtises les 2 dernières années. Donc, quand nous, on regardait le futur, on se disait,
il y a Loeb qui va finir par en avoir marre. Nous, on a Hirvonen et Jari-Matti Latvala. Pour le futur, on est super bien. Donc, on se disait dès le moment où Loeb il en a marre, il prend la retraite. Nous, on va bien engranger. Et puis, tout d'un coup, arrive de nulle part le nouveau Sébastien Ogier. Alors, c'est sûr que ça fait un choc pour nous et pour Citroën. Mais bon, je crois qu'il y a beaucoup d'autres jeunes pilotes. Et bon, ben, je crois que ça, c'est tout bien, tout honneur à ceux qui ont été le chercher, qui l'ont formé. Et c'est certain qu'Ogier est vraiment une très grosse pointure pour aller inquiéter Sébastien Loeb comme ça. C'est quelque chose d'assez remarquable. Mais bon, je crois qu'il y a beaucoup de bons jeunes pilotes qui vont bientôt percer. Et avec l'arrivée de nouveaux fabricants dont on parle, je crois qu'il y aura plus de chances pour d'autres pilotes et ça devrait devenir plus intéressant. Vous avez vraiment voulu le recruter, Sébastien Ogier ? Oui, tout à fait. Oui, on est d'accord, c'est ce qu'on a appris durant l'été. Non, c'est vrai. C'est évident. Oui, non, si vous faites un business sérieux, c'est évident qu'il fallait essayer de le recruter. Et on a mis toutes les chances de notre côté. Je dirais, bon, maintenant, après que lui ait décidé de rester où il était, je le comprends également. Mais c'est sûr qu'il fallait essayer. D'accord. Alors, messieurs, je vous propose, parce que nous avons un caméraman qui est notre envoyé spécial, en quelque sorte, sur tous les rallyes, c'est Jacques Malan. Et Jacques Malan a recueilli en exclusivité pour le débriefing WRC bien les réactions à l'arrivée de Sébastien Ogier, de Sébastien Loeb, de Daniel Elena et de Julien Ingrassia, le copilote de Sébastien Ogier. On les écoute tout de suite. Ouais, deuxième victoire de l'année, c'est bien, parce que au début de l'année, je pense qu'on aurait signé pour 2 victoires. Là, c'est notre première avec l'équipe officielle, donc c'est génial, après notre deuxième place en Finlande, de commencer notre collaboration de cette sorte. Tenez le dicton. Ouais, jamais 203, mais bon, il reste que 3 courses dans 2 asphaltes. Sur asphalte, il faut qu'on progresse encore un peu. Malgré tout, il y a une course nouvelle en Alsace, donc pourquoi pas, on va peut-être essayer de faire de notre mieux, voir ce que ça donne. Alors au-delà de cette victoire, ce qui compte beaucoup, c'est ta place de deuxième place au championnat. Ouais, c'est vrai qu'on conforte bien notre deuxième place au championnat, ça c'est top, et puis on fait durer un peu plus de suspense pour le titre pilote. Ah non, c'est pas le meilleur week-end, mais week-end japonais, sauf que d'habitude ça se terminait par une victoire au championnat au Japon, donc ça remontait le moral, mais ouais, le déroulement de la course ça n'a pas été super, c'est mal parti et puis ça a fini comme ça a commencé. Ton analyse, d'où ça vient ? Je sais pas, si on regarde par rapport à 2008, on a progressé, parce qu'on était plus loin en 2008, donc c'est pas si mal. La particularité, c'est que cette voiture elle est dure à mater puisque c'est celle qui a fait les tonneaux à l'Acropole et qui a été tapée dans tous les coins en Nouvelle-Zélande. Donc on est content, on l'a ramené à l'arrivée. Voilà, 10 points, très belle victoire de Sébastien et Julien, je les félicite. Maintenant, rendez-vous en Alsace et il ne nous reste plus qu'un truc, nous c'est gagné. Et pour la petite histoire, nous on avait quelqu'un avant les essais du Monte-Carlo, un vieil homme dans une grange qui avait sorti son pendule et qui nous avait dit qu'on aurait 3 victoires cette année, pas le Monte-Carlo, il avait prédit aussi. Donc si on compte pas le rallye de la Lanterna en Italie, je pense qu'il nous reste encore une victoire à aller chercher. Incroyable quand même, alors cette histoire, cette anecdote d'un vieux monsieur avec son pendule qui a dit vous gagnerez 3 fois. C'est marrant, hein, ce que dit Julien Ingrassia. Bon, alors effectivement, admettons que peut-être il y a encore une victoire qui attend Sébastien Ogier et Julien Ingrassia d'ici la fin de l'année. Au niveau, là aussi, je pense à ce que disait Daniel Elena. Il y a un côté superstition qui existe avec les voitures ou certains châssis où on sait qu'ils n'ont pas été bons dans certains rallyes. Là, il le sous-entend quand même, hein, chez Citroën, qu'ils étaient peut-être pas heureux de savoir cette voiture. Peut-être. Je sais bien que Sébastien, il a eu des voitures comme ça qui lui posaient problème. Nous, je n'en connais pas. Avec Jari, les 2 dernières années, toutes les voitures, elles ont fait des tonneaux. Donc, si on commence cette superstition, ça va plus. Ça va plus. Et ça va toujours quand même encore. Donc, non, j'y crois pas. Il faut être raisonnable. C'est sûr qu'il y a des voitures des châssis qui sont meilleurs que d'autres. Et nous, par exemple, on essaie toujours de garder les châssis les plus frais pour l'asphalte, par exemple, où c'est plus important. Bon, alors, Christian Loriot, Jari-Matti Latvala 3e, Mikko Hirvonen 6e. Vu comme ça, évidemment, c'est un petit peu décevant, sachant qu'on vous voyait devant. Oui, c'est certain que le résultat du Japon est décevant, le résultat final. Bon, cela dit, dès l'entrée de jeu, même sur la super spéciale qui était asphalte, nos 2 pilotes étaient vraiment très forts. Et après, la première journée, la deuxième journée, je crois qu'ils étaient...
ils étaient assez dominants, je pense qu'on peut dire ça honnêtement, sans avoir trop la grosse tête. Le Japon, c'est toujours un endroit où on a été très vite, où on a fait souvent premier, deuxième, et parfois ça s'est perdu vraiment à la fin, mais on était toujours à l'avant. Là, avec la Focus, on avait gagné quand même la Finlande aussi de façon assez raisonnable, assez impressionnante, je pense. Et Hirvonen allait très très bien en Finlande, peut-être même trop bien, c'est ça qui a donné un excès de zèle. On en a beaucoup parlé de cet accident, quelle image spectaculaire. On aurait pu facilement finir premier, deuxième en Finlande, je pense, c'est la même chose au Japon. Et le dimanche matin, c'est certain qu'on se disait que Mikko allait gagner. Et bon, il a eu un petit problème technique malheureux, réellement, parce que c'est quelque chose. C'est quoi? C'est un petit problème d'hydraulique on a perdu la pression hydraulique et ça a fait qu'on a perdu le contrôle du différentiel central et du changement de vitesse. Sans ça, je crois que Mikko aurait gagné le rallye. Donc c'est dommage de notre point de vue parce que on a eu une année difficile, mais parce que on a eu beaucoup de rallyes où on n'était pas complètement au top, pilote ou voiture, mais où on était super fiable. Et là où on est au top en vitesse, on a eu un tout petit problème de fiabilité. Mais c'est tellement serré le rallye pour le moment. Quand vous voyez que le samedi soir, je crois que les 4 premiers pilotes, après je sais plus combien, mais 150 km de spécial, ou 200 km, ou plus de 200 km de spécial, il y avait 4 pilotes qui étaient dans les 6 secondes, quoi. C'était fantastique. Donc là, on peut dire quand même en performance, tout le monde est bon, quoi. C'est comme j'explique le champion du monde de saut à la perche, le champion du monde, il saute 6,15 m, celui qui saute qui vient second et qui saute 6,14 m, c'est quand même pas un manchot, quoi. Il y a pas beaucoup de gens qui sautent au-dessus de 6,10 m dans le monde. Là, c'était un peu la situation décevant mais encourageant parce que on a montré qu'on était quand même dans le coup, que la Ford était dans le coup et qu'elle avait une très bonne vitesse de pointe là-bas. Maintenant, on repart sur les rallyes asphalte. Sébastien Ogier parle de gagner en Alsace. Je crois qu'il vaut mieux qu'il se mette pas ça en tête parce que même s'il est devant, je crois que cette fois-là, on lui tapera sur l'épaule, on lui dira de regarder derrière. Oui, là, je pense que dans l'euphorie du moment, peut-être que c'est pas ce qu'il fallait forcément dire. Oui, voilà. Il a plus de chances au rallye d'Angleterre, bien que j'espère qu'on puisse finir au rallye d'Angleterre chez nous sur une dernière victoire, parce que ce serait bien d'en avoir une autre cette année, et puis ce sera la dernière course de l'histoire du WRC. Oui. Donc, Patrick, oui, vas-y. Oui, je voudrais, si vous le permettez, revenir quand même sur cette saison qui avait fabuleusement débuté avec la victoire de Mikko, on s'en rappelle, en Suède, et où on partait du principe que les voitures, elles étaient figées. Vous aviez passé un accord avec Citroën pour que les voitures soient figées. On pensait vraiment que sur la terre en particulier, les deux voitures seraient quand même un peu plus proches l'une de l'autre. Vous avez quand même souffert pendant cette saison d'un petit manque de performance, pas que sur l'asphalte, y compris un peu sur la terre. On l'avait constaté. Vous avez travaillé d'ailleurs, on s'était eu au téléphone au moment de la Finlande. Voilà, vous avez travaillé à la fois sur le moteur, sur la liaison au sol. Que s'est-il passé quand même si vous faites une petite analyse de la voiture 2010? Mais c'est difficile d'analyser parce que si on regarde, Mikko avait très bien commencé. Il a aussi gagné le Monte Carlo quand même, qui n'est pas un rallye facile à gagner pour un Finlandais face à Ogier quand même, et beaucoup de gens qui sont typés asphalte et qui ne connaissent très bien leur Super 2000. Nous, on part là-bas avec la Fiesta toute neuve, avec un pilote qui connaît pas le Monte Carlo. On gagne le Monte Carlo, c'était une super victoire de Mikko et je peux vous dire qu'il avait une pression énorme. Après la Suède, il gagne la Suède, donc encore très bien. Et après, à partir de là, ça s'est mal passé au Mexique. Et au Mexique, c'est sûr qu'on était en arrière, et on était en arrière question puissance. Je crois en altitude, on avait des problèmes de puissance moteur. Et
À partir de là, la saison a peut-être un peu mal tourné, certainement pour Mikko. Avec Mikko, on a eu une saison difficile et il a une saison difficile. Maintenant, il y a toujours des façons positives et des négatives de regarder aux choses. Si vous analysez la saison de Jari-Matti Latvala dans une Focus par rapport à la saison de Dani Sordo dans une Citroën, mais vous pourriez analyser que la Ford Focus va mieux que la Citroën C4. Donc il y a toujours des façons de regarder aux choses. C'est certain que dans l'absolu, cette année, Jari-Matti Latvala fait une super saison, quand même très belle saison. On a l'impression que de lui avoir dit et fait comprendre enfin qu'il devait être deuxième pilote assuré et travailler pour la marque, ça lui a retiré une pression qu'il a fait aller vite et rester sur la route. Et peut-être que le retour de la médaille, c'est qu'on a mis la pression sur Mikko et que ça s'est passé moins bien pour Mikko. L'année prochaine, 2 numéros 2 chez Ford. On a parce que le numéro 2 se retrouve devant le numéro 1. On est obligé de dire ça. C'est difficile à analyser. Ouais. Il est certain que avant la Finlande, on a fait de bons essais de nouveau sur le châssis et on a fait des changements de réglage un peu et on a retravaillé sur le moteur. On avait compris de l'un ou l'autre rallye qu'après analyse qu'en sortie de virage, on était très souvent les plus rapides. Donc ça voulait dire que le châssis, la tenue de route de la voiture était très bonne, si pas meilleure que nos adversaires, mais on perdait en bout de ligne droite. Donc ça a pointé vers la puissance et les frottements, etc. Donc on a retravaillé un peu sur le moteur et sur les pertes de puissance, etc. Et on a bien travaillé, les gars de l'équipe ont bien travaillé et on est revenu en Finlande confiant parce qu'on avait amélioré certaines choses sur le moteur et un peu sur le châssis. Et ça s'est avéré correct. En Finlande, on était bien et puis au Japon, de nouveau, on était bien. Sur l'asphalte, c'est plus difficile. Bon, on n'a pas c'est vrai que nos pilotes sont pas spécialistes asphalte non plus. Et on a vu qu'en sortie de virage, encore en asphalte, on était très bien. Mais en bout de ligne droite, on perdait un peu. Bon, maintenant, c'est sûr que c'est la fin de la vie des WRC et qu'on n'avait pas le temps de faire du développement moteur sur le WRC. On travaille beaucoup sur la Fiesta RS WRC qui est le futur. Mais attendez, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que vous aviez un peu abandonné le programme 2010 et que déjà vous avez tout mis sur 2011 et que ça peut être une raison? C'est certain qu'on n'a pas fait beaucoup de développement. Bon, on ne s'était pas dit on commence 2010 en veilleuse, on commence toujours chaque saison pour gagner, on commence chaque rallye pour gagner. Mais c'est certain que notre priorité c'est de travailler sur la Fiesta cette année. Et c'est ça qu'on a fait. Mais ça, je crois que c'est le cas aussi du côté de nos adversaires. Bon, ils ont probablement peut-être un peu plus de moyens et un peu plus d'hommes, mais je crois pas que ça fasse une grosse différence. Là, nous, on a eu une saison difficile et puis voilà. Parfois ça arrive. Je peux pas dire. Je crois pas que c'est pour ça qu'on est mauvais. Comme je le dis, quand on voit un gars qui saute de 6,15 m et l'autre qui saute 6,14 m, il y en a pas un qui est incroyablement bon et un qui est incroyablement mauvais. On voit beaucoup de rallyes où à la fin du rallye, le deuxième est à quelques secondes du premier. Si vous mettez ça en perspective sur les 300 ou 400 km du rallye, si vous regardez en vitesse moyenne, il y en a un qui fait une vitesse moyenne de 122 et l'autre qui va faire une vitesse moyenne de 121,8. Sur des routes, n'oublions pas, est-ce que celui qui a fait 121,8 était vraiment mauvais par rapport à celui qui a fait 122? C'est des précipices, c'est de la forêt, c'est des arbres. Non, c'est évidemment. Donc, et puis il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a la voiture, il y a l'équipe, il y a les pneus, il y a les choix des pneus, il y a la météo. Et bon, là, quand on voit le Japon, c'était un peu ingrat pour nous, mais c'est comme ça le sport. On va montrer quelques images, là aussi, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, allons-y, il y a l'accident d'Al-Qassimi et un tête à queue de Latvala. Bon, on va continuer à en parler, ça symbolise un petit peu vos soucis. Alors c'est vrai qu'Al-Qassimi, ça fait quand même 2 fois qu'il s'en offre une belle après la Finlande, d'ailleurs c'est assez similaire, je trouve. Et puis ensuite, bon, il y a Latvala qui va connaître un petit temps d'arrêt dans une spéciale et qui va perdre plusieurs secondes. Bon, quand vous voyez ces images,
image, Christian, ça vous fait mal au cœur, comment vous réagissez? Oui, bon, ben, c'est certain que Khalid, il doit apprendre et il est là pour apprendre, donc c'est pas super grave. Jari Matti, il avait quand même un petit problème technique. Il avait un arc de transmission qui était cassé, donc il était en 3 roues motrices. Donc c'est pas trop facile, mais c'est vrai qu'avec le problème technique, il avait pas perdu beaucoup. Et là, je pense que dans la super spéciale, il fait un tête à queue et il perd. Des 30 secondes qu'il a perdu, il y a une grande partie qui est avec le tête à queue. Donc il s'en voulait vraiment. Parce qu'il aurait pu être pour la gagne aussi, Jari Matti. À ce moment-là, il perd quand même 30 secondes là-dessus quand vous regardez où il finit à la fin. Mais voilà, il gagne le rallye. Donc c'est certain que Jari Matti et Mikko Hirvonen étaient les favoris pour gagner le rallye sans ces deux petits problèmes. Et évidemment, comme je l'ai dit, c'est un peu un coup à pas de chance. Comme on dit chez nous, les problèmes sont arrivés à ce moment-là. Latvala, mathématiquement, peut encore être champion du monde. Il n'est qu'à 69 points de Sébastien Loeb, avec 3 rallyes, 75 points distribués. On n'y croit plus, on n'y croit pas. Faut être raisonnable. Latvala n'a aucune chance d'être champion du monde cette année. Mais il aurait peut-être éliminé déjà à la fin du rallye du Japon. Je vais me faire taper sur les doigts. Non, il faut être positif. Il va être tout est possible. Il va être positif, sinon je vais me faire... J'ai encore mal aux doigts de la dernière fois où j'ai dit qu'on pouvait plus gagner. Bon, de toute façon, on l'aime beaucoup et c'est vrai qu'il nous a fait une saison fabuleuse et sa victoire en Finlande que j'ai eu le plaisir de commenter sur Motors TV, il était exceptionnel. Alors l'année prochaine, je sais pas, Patrick, ça m'intéresse moi de savoir qu'est-ce qui se prépare l'année prochaine donc en rallye, la nouvelle voiture. Vous avez donc bien travaillé dessus déjà. C'est vrai que il y a la Fiesta S2000 qui, on va presque dire, qui peut faire figure d'épouvantail déjà dans cette catégorie, voiture très bien née. Vous avez parlé du Monte-Carlo, il y a eu d'autres victoires dans la saison en SWRC. Elle sert de base à la future voiture du championnat du monde des rallyes. Vous êtes confiant vous êtes à la limite à la fois confiant et surtout à la limite même plutôt, pas mécontent qu'on reparte sur des nouvelles bases, à refaire une autre voiture. Ça peut remettre les choses à plat, non, par rapport aux adversaires? Bon, c'est certain que partir avec une nouvelle voiture, c'est intéressant. C'est une nouvelle base. Et pour moi, ce qui était important dans le changement de réglementation, c'est que de partir sur une nouvelle base, ça donne une bonne chance à d'autres fabricants de venir dans la course. Parce qu'on avait tellement d'expérience avec les gens engagés maintenant, avec nous chez Ford et chez Citroën, que je crois qu'un nouveau constructeur aurait eu beaucoup de mal de venir jouer les avant-postes. Donc remettre les pendules à l'heure, ça c'est bien pour tout le monde et pour que tout le monde vienne. Maintenant, est-ce que je suis confiant? C'est sûr que ce sera une année très intéressante. C'est sûr que les nouvelles voitures sont plus chouettes parce qu'on part tous de plus petites voitures. Donc quand on les a élargies aux réglementations maximum, on a des voitures beaucoup plus agressives, beaucoup plus intéressantes à regarder. Donc je crois que ça met du renouveau dans le rallye et ça va intéresser tout le monde. C'est vrai que nous, on commence sur une base un peu de la Super 2000 qui est bien, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que des Super 2000, on en a vendu 35, il y en a partout et tout le monde peut aller voir un peu ce qu'on a fait et s'inspirer de ce qu'on a fait. Donc ça a du bon, ça a du pas bon. On montre nos cartes et ça peut inspirer d'autres. Par contre, d'un autre côté, c'est vrai qu'on roule et on apprend un peu le châssis de base de la Fiesta Super 2000, mais on change quand même beaucoup de choses sur la WRC. Et alors évidemment le gros morceau, c'est le nouveau moteur 1600 turbo à injection directe. Ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau que personne n'a jamais roulé en rallye avec l'injection directe, et c'est très compliqué et très complexe. Et tant qu'on n'a pas vraiment roulé avec la voiture finale, on ne sait pas vraiment où on en est. Donc pour le moment, on est bien, on est dans nos délais. Vous faites beaucoup de séances d'essais privés? Pour le moment, là, maintenant, on a fait, je vais dire, 3000 km d'essais, mais pas avec la voiture dans sa version finale. Donc, avec un 2 litres débridé, avec un 1600 qui est pas injection directe, on n'a pas encore eu la voiture en version finale sur la terre. Et ça va être le gros examen de passage. Oui, alors, une fois qu'on aura fait ça, peut-être on part, on fait 2000 bornes et on se dit tout va bien, c'est super, on est confiant.
Et peut-être on a un problème, parfois vous avez des problèmes fous à résoudre, quoi. Si vous avez une vibration torsionnelle dans le moteur, bon bah ça c'est déjà vu et ça vous prend 6 mois à résoudre. Voilà, donc, le moteur. Une fois qu'il est, parce qu'on connaît les marottes de Christian et ce sur quoi il travaille souvent, sur toutes les voitures qu'il a faites. Chez Ford, il a toujours cherché à abaisser le centre de gravité, à faire des voitures vraiment très sophistiquées. Et le moteur, par exemple, une fois qu'il a implanté le tout dernier, il peut changer quelque chose au niveau de la répartition des masses. Il faut et au niveau de la façon d'appréhender le reste de la voiture. Ça, on l'a déjà tout dessiné. On connaît le poids du moteur, on connaît le centre de gravité du moteur depuis longtemps d'après le dessin et on sait ce qu'on veut faire. Donc non, ça va pas changer grand-chose. Ça, on sait à quoi s'attendre. Ce qui va changer, c'est la fiabilité, la compréhension et les réglages de l'injection directe parce que c'est quelque chose de très compliqué. Hein. On travaille avec une pression d'essence à 200 bars alors que l'injection normale, on travaille à un maximum 10 bars. Donc on change cette pression et on injecte directement dans le cylindre à 200 bars. C'est tout à fait différent hein, comme technologie. Donc ça va être le gros examen de passage, comme je dis, où ça passe ou ça casse. Et puis après, il est certain que on ne saura pas où on est. On peut peut-être croire qu'on fait un travail super, mais on ne sait pas se positionner par rapport à la concurrence. Et de même que la concurrence ne sait pas se positionner par rapport à nous. Donc, on ne le saura qu'après la fin de la première spéciale en Suède, en février. Hein. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment savoir. Moi, j'allais vous dire, le dernier rallye, donc c'est le 14 novembre, enfin la dernière journée de la saison. Et c'est-à-dire que dès le 15 au matin, ça y est, c'est parti sur le programme Fiesta complètement. On oublie tout, la focus. Non, il y aura un petit peu. On est quand même, non, c'est certain, mais on est quand même déjà beaucoup sur le programme de la Fiesta, hein. Ça c'est certain, c'est pas bon. Yarima-tu peut encore être champion mathématiquement. Voilà, c'est ça, voilà. Bon bah allez messieurs, on va s'arrêter là. Je vous avais dit que ça passerait vite, hein, la petite demi-heure, hein. Et puis je veux pas vous mettre une pénalité comme à ce pauvre Solberg au départ de la spéciale là. Ça lui a coûté cher un petit peu. On était un peu en retard, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça étant pas mal Solberg au passage, hein, malade et qui nous fait un super rallye. Bon deuxième, il a pas encore gagné cette année, mais c'était bien. Hein, c'est vrai, c'est bien de voir un privé comme ça. C'est quand même quelqu'un qui a le courage de ses convictions et qui travaille beaucoup pour trouver les budgets pour courir en championnat du monde. C'est fantastique et c'est bien qu'il soit deuxième. Voilà. Allez, c'est le mot de la fin. Christian Loriot, donc, était notre invité, le directeur technique de l'équipe Ford en championnat du monde des rallyes. Merci de nous avoir dit plein de choses intéressantes, hein, j'avoue. Là, on a pénétré un petit peu à l'intérieur de l'équipe Ford. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de saison. Avec 3 rallyes encore à disputer. Allez, prochain rendez-vous, donc, ce sera le Rallye de France avec chaque soir le résumé complet de toutes les étapes. Et puis, on se retrouvera bien évidemment pour un numéro spécial du débriefing WRC pour parler de ce Rallye de France. Salut Patrick, salut Christian. Salut. À bientôt. Salut.